De génération en génération, avec Gaëtan Larose. Bonjour, aujourd'hui, avec deux mères de générations différentes, nous allons parler de leur réalité de parents d'enfants nés avec un problème de surdité. Marie Bisaillon est mère d'une fille qui est aujourd'hui âgée de 36 ans et Suzanne Marcotte d'une fille âgée de 13 ans et demi. Suzanne a également deux autres enfants. Elle est éducatrice dans une école de garde. Marie, aujourd'hui retraitée, a fait toute sa carrière dans le domaine de la santé. Alors, bonjour toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Marie, à quel moment avez-vous réalisé ou pensé que votre enfant pouvait avoir un problème de surdité? Je suis allée chez le pédiatre avec ma fille, Marjorie. Elle avait seulement 1 mois. C'était pas du tout, j'allais pas pour son audition, bien loin de là. Et puis, le pédiatre en question, il y avait des patients qui étaient sourds. Et puis, il m'a demandé, en partant, de vérifier les sons. Là, j'ai commencé à avoir des doutes. Je suis arrivée à la maison, puis j'ai fait mes propres tests, tout en faisant attention au cas qu'elle entende, pour pas la rendre sourde non plus. Mais là, j'avais vraiment des doutes. Mais à ce moment-là, ça, c'était en 1980, il fallait attendre 4 mois pour que l'enfant passe un électrocochléogramme. J'ai rencontré un pédiatre au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il a fait passer des examens, entre autres un électroencéphalogramme, ça ne regardait pas bien, et puis une radiographie aussi. Mais il n'y avait pas aucune malformation. Là, il fallait que j'attende qu'elle passe son test à Québec en avril avec le docteur Pierre Ferron, qui est un des meilleurs otorhinolaryngologistes, je m'excuse, au monde. C'est ça. Mais il fallait attendre. Ça, c'est très long, l'attente. Suzanne, votre enfant est un peu plus jeune. Est-ce qu'à ce moment-là, les méthodes de détection étaient plus rapides? Pas plus rapide. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus rapide parce qu'il y a des tests qui sont faits dès la naissance. Mais moi, c'était pas fait à la naissance non plus. Puis moi, Jeanne, c'est différent parce qu'elle a une perte d'audition qui considère de léger à modéré. Donc, c'est environ une perte de 40 décibels. Elle, la façon qu'elle entend, c'est du chuchotement, toujours, du chuchotement. Donc, elle entend. Si on est près d'elle, si on lui parle, elle est sur nous, elle était sur nos genoux, elle était tout petite, là, elle comprenait très bien. Puis Jeanne, elle a une capacité incroyable d'apprendre et de connaissance. Puis, elle n'a aucun problème de locution. Aucun. Donc, jamais je me serais doutée que ma fille serait malentendante. Jamais, 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 jamais. Donc, vous mentionnez le mot malentendante, on parle de surdité. Quelle différence vous faites? Vie avec un problème de surdité, oui, mais les gens comprennent plus surdité comme personne qui entend rien du tout. La surdité, c'est très sur plusieurs niveaux, donc c'est vraiment léger, modéré, sévère, ainsi de suite. Il y a plusieurs niveaux, mais les gens dans l'environnement ne connaissent pas ça. Fait que quand je nomme que ma fille est malentendante, là, ils comprennent un peu plus qu'elle entend moins bien, un peu comme des personnes âgées. Marie, quand vous avez pris connaissance de ce diagnostic, je pense que c'était une surdité quand même plus importante que celle de la fille de Suzanne. C'était quoi votre réaction? C'était quoi vos inquiétudes, vos questions? Ça, c'est une grosse question. Le docteur Ferron, à Québec, a confirmé une surdité profonde. Ça veut dire que c'est 95-100 décibels. C'est pas total, mais c'est quand même profond. Et puis, c'est un choc, un très grand choc. Tu te demandes, tu te dis, mon Dieu, comment... La première chose, je pense, comment je vais me faire comprendre par elle? Ensuite, à ce moment-là, les services en Estrie étaient pratiquement inexistants. Est-ce qu'on va devoir laisser notre emploi, vendre la maison, s'adapter à une autre ville? La vie est chamboulée, là. C'est ensuite comment ça va se passer à l'école. Il y a 1001 questions qui apparaissent. Est-ce qu'elle va avoir des amis? Ça va être quoi sa vie?
est-ce qu'elle va être capable de faire des études, etc. là. Le choc est très, très grand. Puis, en même temps que j'absorbais le choc, je pensais à tous les parents qui ont des enfants avec des handicaps encore pires, je m'excuse de le dire comme ça, ou des enfants malades. Je me dis, comment ils font pour passer au travers? Suzanne, est-ce qu'on se sent coupable quand on a un enfant qui a un handicap? Ah oui, énormément. On se dit que c'est de notre faute. Tu sais, la conception d'un enfant, le temps de le porter, toute la belle grossesse, l'accouchement, tout ça, c'est nous, là. Ça fait partie de nous, c'est notre héritage qu'on lui laisse. Puis, quand on apprend ça, pour moi, ça a été comme une fatalité, là. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré, ça n'a pas de bon sens. Mais de mon côté, moi, c'est génétique. La sœur à mon mari est malentendante profonde. Puis, lui, il a vécu ça toute sa vie. Puis là, à un moment donné, il m'a dit, Suzanne, faut que tu te ressaisisses. Tu sais, là, c'est assez là, de pleurer. Là. À un moment donné, il faut que tu sois là pour ta fille aussi. Là. Fait que c'est pour ça que, oui, on a besoin de pleurer. Oui, on a besoin de ce moment-là. Là. C'est un échec, là, quand même, là, tu sais, d'avoir un enfant qui est pas... À 100% parfait. oui, normal, tu sais, comme on pourrait dire. Oui, elle est différente. C'est tout. Marie? Oui, la culpabilité, malheureusement, c'est une émotion que personnellement, dans des situations comme ça, je considère comme négative, mais elle est très présente. Je me souviens que j'ai été 2 ans, à peu près, sans écouter de musique classique ou autre, parce que je me disais, elle ne pourra pas l'entendre. Et se déculpabiliser, même, pourtant, j'avais fait bien attention pendant ma grossesse, tout ça, mais c'est long pour se déculpabiliser. La seule façon que j'ai trouvée, c'est à chaque fois que j'étais en train de me culpabiliser, c'est d'en prendre conscience. Mais c'est un processus qui est long. Aujourd'hui, avec le temps, cette émotion-là a disparu. Il faut passer à autre chose à un moment donné. Mais oui, la culpabilité au début, elle est là, même si tu as pris toutes les précautions possibles. Puis, au niveau de la surdité de Marjorie, tu te poses des questions aussi. Est-ce que c'est héréditaire? Elle a passé des tests récemment, au cours de la dernière année. Il ne semble pas que ce soit héréditaire. Suzanne, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, nous, on a appris avec Jeanne, elle avait 3 ans. Toutes ces années-là, toutes ces années de bébé jusqu'à son 3 ans, on a chialé, chicané, crié après elle. Voyons, comment ça, tu nous entends pas? Non, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est comme, voyons, je comprends pas, là, je lui demande quelque chose, puis elle écoute pas, puis, tu sais, comme un enfant, là, tu te dis, voyons, il veut vraiment rien savoir de nous autres, ou il veut... Vous n'avez pas réalisé avant? Non, parce que pour elle, les barrières, c'était les murs. D'une pièce, lui parler d'une pièce à une autre, je devais tout le temps crier après elle pour que là, elle s'en vienne. Puis là, je dis, pourquoi je suis tout le temps en train de crier après toi pour que tu t'en viennes? Mais tu sais, avant de comprendre, puis avant de savoir que le diagnostic est tombé, écoute, c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de frustration puis beaucoup de colère bien avant ça. Quand le diagnostic est sorti, là, puis qu'on nous l'a dit, là, écoute, là, c'était quelque chose, là. Tu sais, d'être coupable d'avoir crié après ta fille inutilement. Tu sais, avoir su, là, j'aurais pris mes 2 jambes, puis je me serais déplacée pour aller la voir, puis dire, ben là, c'est le temps de manger, viens-t'en, tu sais. Tu ramasses tes choses. Tu sais, oui, il y a de l'écoute sélective, là, mais il y en avait que c'était pas malgré elle. Puis, vu que sa surdité n'était pas totale, probablement qu'elle avait commencé à parler aussi. Oui, elle parlait, puis elle parlait très franc, très, très bien. Donc, la culpabilité, là, elle est énorme. Puis imaginez ceux qui ont des diagnostics de leurs enfants qui ont 13 ans. Combien de fois ils ont crié après leurs enfants, puis ils ne savaient pas que c'était ça. C'est tout un drame, ça. C'est épouvantable. Marie,
Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là? Oui, je suis allée chercher de l'aide, effectivement, parce que la culpabilité, il faut s'en occuper. C'est un sentiment qui est envahissant. On n'a pas besoin de ça là, pour bien s'occuper de notre enfant. Suzanne, est-ce qu'il y a des services d'aide plus faciles à aller chercher aujourd'hui qu'il y a 36 ans? Ah, je suis certaine que oui. À partir du diagnostic qui a été fait au CHU avec un audiologiste, tout de suite, le dossier a été transféré au Centre de réadaptation de l'Estrie. Là, on a consulté, on est allé voir. Elle a été, à ce moment-là, transférée à un audioprothésiste de notre choix qu'on a choisi. Tout de suite, les moules ont été faits, les appareils ont été commandés. Écoute, ça a été très, très, très rapide. Aucun casse-tête, aucun téléphone, aucune prise de rendez-vous. Tout se faisait, là. Ils nous appelaient pour prendre un rendez-vous. Je n'avais pas à courir après qui que ce soit. Je suis certaine qu'aujourd'hui, c'est encore ça, mais que ce n'était pas ça, là, X années. Tu sais, dans les débuts, là, le monde devait aller à Montréal, le monde devait se déplacer. La réalité d'aujourd'hui est beaucoup plus facile, beaucoup plus réaliste. Oui, puis chapeau, hein, centre de réadaptation, vraiment merveilleux. Moi, c'est Gaëtan Noël, mon audioprothésiste, merveilleux. Tout ce monde-là travaille pour nos enfants. Ils sont vraiment patients, puis à l'écoute de nos demandes puis nos besoins. Marie, vous avez dû choisir de communiquer avec votre enfant. De quelle manière vous avez procédé? Ça, dans les années 80, c'était pas évident parce qu'en Estrie, j'ai rencontré, il y a eu les professionnels, mais il y a eu d'autres parents. Et la pression était très forte pour qu'on choisisse le mode de communication oralisme. Ça veut dire pas de signes. Peut-être des signes naturels, oui, mais pas des signes de la langue québécoise des sourds. En tout cas, on est allé en oralisme jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais je trouvais la communication tellement difficile qu'à un moment donné, tu dis, bon, ben là, je me fais confiance et j'ai choisi la communication totale. Malgré qu'il n'y avait pas de service en communication totale en Estrie à ce moment-là. Et qu'est-ce que c'est que la communication totale? Bien, la communication totale, c'est que tous les moyens sont bons pour se faire comprendre. C'est premièrement les signes. Ensuite, ça peut être les mimiques. Tu prends tous les moyens qui existent. Tandis qu'en oralisme, on nous disait à ce moment-là, bien, si tu lui fais des signes, elle ne pourra pas apprendre à parler. Fait que là, tu dis, c'est doublement handicapé, là. Tu sais, pas parler, pas entendre. Quand je dis que la pression était forte, là, il y avait la pression des professionnels, le milieu, d'autres parents. Et ils ne savaient pas aux autres non plus, là, c'est pas un reproche à leur endroit, mais c'était comme ça. Mais j'ai choisi la communication totale, même si les services étaient inexistants à ce moment-là. Ce qui est bizarre, c'est que quelques parents, on a travaillé pour avoir des services en communication totale. Elle a été intégrée dans une école, mais elle était à mi-temps dans une classe régulière sans interprète. Et puis l'autre mi-temps, bien, avec un interprète. Fait que c'est comme si une personne étudie à mi-temps, puis après ça, il faut qu'elle passe les examens comme les autres élèves. On part de loin, là, c'est 30 ans en arrière et plus, là. Je peux vous dire que ça a été un échec. À ce moment-là, j'essaie d'aller au plus court parce qu'il y a eu tellement de démarches, tellement. Je suis allée à l'Office des personnes handicapées du Québec et j'ai rencontré à ce moment-là Mme Richard. Et puis, il a été décidé que Marjorie sera intégrée dans son école de quartier. Bon, ça, c'est beau. Un autre problème, un interprète. À ce moment-là, il n'y en avait presque pas. Alors, là, j'ai appelé à l'école Saint-Michel pour avoir des noms de personnes qui avaient suivi des cours de signes. Mais on disait, Madame Bisaillon, on ne peut pas vous donner des noms. C'était toujours la confidentialité. Ensuite, on demandait des fois pour organiser des services, pour rejoindre des parents. On demandait dans des bureaux d'audioprothésistes, etc. Mais ils ne pouvaient pas donner de nom. Encore la confidentialité. Fait que moi, on vit de l'isolement. À un moment donné, on finit par rencontrer les gens, mais on part de loin, là. Les modes de communication, ça a été vraiment complexe. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant
prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Marie, vous êtes à une époque où il y a moins de services pour les personnes handicapées au plan de la surdité. Quels moyens vous avez développés vous-même pour entrer en communication avec votre fille puis permettre qu'elle puisse se développer comme les autres enfants? Bien, ce que j'ai fait, j'ai choisi le mode de communication totale. Je reviens sur ça parce que même si on fait des signes, tout ça, c'est pas vrai que le jeune, l'enfant, n'apprendra pas à parler. C'est le contraire. Ça l'aide. Mais personne ne savait ça il y a 30 quelques années. Et puis, à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, Marjorie ne parlait pas. Ça a été à l'âge de à peu près 10 ans avec que je comprenne plus facilement des mots. Aujourd'hui, c'est une jeune femme dans la trentaine qui va bien et on peut dire vers l'âge de 16-17 ans, là, à peu près, elle parle très bien. Pour une personne qui est atteinte d'une surdité profonde, les personnes qui la rencontrent la comprennent. C'est merveilleux. Maintenant, je tiens à dire que c'est pas tous les sauts profonds, malgré les efforts des parents et des enfants, qui peuvent apprendre à parler. Parce que la surdité, c'est complexe, mais elle, Dieu merci, c'est une jeune femme qui s'exprime avec aisance, puis elle est facile à comprendre. Suzanne, comme plus jeune parent d'un enfant malentendant, vous avez été témoin des réussites de Marie avec sa fille Marjorie. Ah oui. J'ai siégé sur des conseils d'administration avec Marjorie. Puis Marjorie, là, c'est une vraie réussite. Une vraie réussite. C'est une fierté pour nous, les parents, de voir une adulte aussi accomplie que Marjorie. Oui. Et dans le cas de votre fille, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'intégration à l'école? Parce que là, on est d'une autre époque, c'est peut-être plus facile. Maintenant, aujourd'hui, on appelle un plan d'intervention. On s'assied avec la direction, le professeur, on fait un plan d'intervention avec notre jeune, pour notre jeune. Le conseil vraiment donné aux parents, c'est vous connaissez votre enfant. C'est vous qui êtes le porte-parole de votre enfant. C'est vous qui sachez s'il est capable d'être assis en avant, s'il est capable d'être tranquille, s'il est capable de ci ou il est capable de ça. Puis c'est à vous à revendiquer ses droits et ses privilèges qu'il doit avoir pour finalement s'accomplir à l'école, parce que c'est un gros apprentissage, l'école. Là, avec le plan d'intervention, ce qui a été difficile, c'est les professeurs qui ne voulaient pas le respecter. On se doit, nous, les parents, de faire respecter le plan d'intervention un coup qui est fait. C'était plate parce que moi, elle avait une surdité légère à modérée, donc tous les professeurs, pas tous, mais certains professeurs, testaient son audition. Puis là, il dit, bien, elle entend. Je l'ai testée, elle entend. Donc, j'étais obligée de dire au professeur, est-ce que vous me dites que mon audiologiste ne fait pas bien son travail? Puis là, le professeur prenait conscience, ben non, c'est pas ça, je le dis. Oui, mais c'est ça. Le plan d'intervention, c'est ça, puis on doit le respecter. C'est ça qui a été le plus difficile, c'est de se battre contre des professeurs qui ne veulent pas porter le système MF, qui est le système du micro que le professeur a toute la journée, puis que ma fille entend directement dans ses oreilles ce que le professeur dit. C'est lourd, c'est une tâche qui est lourde pour les enseignantes, c'est plate pour eux autres, c'est vrai, j'en suis consciente. Mais c'est sa tâche. Il savait en début d'année qu'il devait porter ça et il doit le porter jusqu'à la fin de l'année. Et jusqu'à la dernière journée d'école. Pas 1 mois, 3 mois d'avance, là. C'est ça qui était, j'ai trouvé très difficile. Marie, est-ce que vous étiez sur le marché du travail tout le temps
que vous avez élevé Marjorie? Oui, ça, c'est une autre chose. Moi, j'ai choisi de continuer à travailler. Je n'ai aucun regret aujourd'hui quand je regarde la façon que les choses se sont passées dans nos vies. Mais j'avais une préoccupation, qui est la suivante. Si j'ai à m'absenter du travail, comment le patron va réagir? Ça me préoccupait beaucoup. Mais en fin de compte, ça s'est bien passé. Je ne me suis pas absentée vraiment pour Marjorie. J'ai été chanceuse. Mais j'ai eu de l'aide, par contre. Là. J'ai un conjoint qui allait à ses rendez-vous avec elle pour rencontrer l'orthophoniste, entre autres, etc. Lui, il finissait de travailler plus tôt. Alors ça m'a enlevé une inquiétude, là. Donc, c'est de l'organisation, j'imagine, Suzanne aussi, avec la famille, les autres enfants, tout ça. Oui, je travaille à temps partiel, donc c'est certain que tous les rendez-vous, c'est moi qui y allais. C'est important de savoir que l'audition, c'est pas comme la vision. L'audition, c'est comme un radio. Si le radio, tout va bien, il n'y a pas de grichage, on peut lever le volume, c'est parfait, tout le monde va être heureux de ça. Mais à partir du moment qu'on met nos appareils, puis qu'on lève le volume, puis que là, il y a la tondeuse, il y a les gens alentour, il y a plein de monde, c'est comme si la radio grichait. Là, on lève le volume de la radio. On n'est pas capable. Elle a fait juste entendre tout ce bruit-là, puis c'est trop difficile. Nous, le nerf auditif nous permet de sélectionner le son près et le son loin. Mais des appareils auditifs, ça ne sélectionne pas le son, ça prend tout le son ambiant. C'est ce qui est difficile à comprendre et à faire comprendre aux gens. Donc, à partir de ce moment-là, quand on m'a expliqué que c'était comme un radio, maintenant, je l'explique comme ça. Puis les gens comprennent mieux. Le temps file. Ce serait important de parler des services qui existent. Il y a des associations pour les sourds, Oui. pour aider, entre autres, les parents. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Oui, il y a l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, l'AQEPA. Il y a l'AQEPA provinciale à Montréal, puis il y a l'AQEPA Estrie. C'est un organisme qui est là pour aider les parents, faire de la sensibilisation. La personne qui travaille là est disponible pour de l'aide aux devoirs, pour aider des enfants sourds. Ensuite, elle est disponible aussi pour montrer la langue des signes, que ce soit des éducatrices en garderie, ou etc. C'est une de ses fonctions. Mais j'aimerais parler des implants cochléaires. Quand Marjorie avait 1 an, 2 ans, il n'était pas question d'implants cochléaires à ce moment-là. La recherche, ça a commencé auprès d'adultes, mais entre autres, là, que j'ai entendu parler, mais on ne faisait pas des implants cochléaires chez les enfants à cette époque-là. Maintenant, je me suis dit, bon, bien, elle décidera ça plus tard, mais ça, c'est une autre affaire. Elle est adulte aujourd'hui, puis elle n'a jamais voulu d'implant cochléaire. Je la respecte là-dedans, c'est sa décision à elle. Je pense que ça peut aider là, les jeunes enfants qui bénéficient de cette technologie-là. On n'a pas parlé de préjugés, là. Il nous reste à peine quelques minutes. Oui, Marie, allez-y. Les préjugés, ça, c'est quelque chose qui... Je trouve que ça n'a pas évolué tant que ça depuis 30 ans. C'est que les gens, quand ils te rencontrent, mais c'est pas grave la surdité parce que c'est un handicap qui se voit pas. Mais quand ça arrive le temps pour l'embauche, le milieu du travail, je peux vous dire que c'est très complexe. Ça fait peur aux employeurs. Et puis, les employeurs, ils vont embaucher une personne sourde, mais dans certains cas, si une personne travaille sur appel, par exemple, je vais y aller avec ça, puis elle arrive à un endroit où les professionnels n'ont pas été sensibilisés, puis on ne peut pas le faire, c'est pas fait en tout cas présentement, bien là, ça fait peur à ces personnes-là. Fait qu'imaginez ce que la jeune adulte a vu dans tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Les préjugés, ils sont vraiment, vraiment présents. Alors, on va terminer. Suzanne, avez-vous un message à adresser aux parents d'enfants sourds? Oui,
Utiliser la technologie d'aujourd'hui, c'est fantastique. Il y a les textos, il y a Skype, il y a plein... demander au centre de réadaptation, il y a plein de choses qui est disponible pour nos jeunes. Des réveils matins spéciaux, tout est disponible aujourd'hui et c'est incroyable la technologie qu'on a. Donc, c'est de l'utiliser. Oui, Moi, personnellement, j'aimerais parler de la communication avec une personne sourde. D'abord, si vous rencontrez une personne sourde, c'est voir la personne et non le handicap. S'assurer d'un bon éclairage et parler en face d'elle. Tout ça, ça favorise la lecture labiale. Puis, au besoin, se servir de l'écriture si on n'a pas été compris. Ça peut arriver dans des situations plus complexes. Puis, vous savez, les personnes sourdes aiment que l'on communique avec elles. Elles ont beaucoup de choses à dire. En conclusion, pour ma part, le niveau de maturité d'une société s'évalue, selon moi, par la place qu'elle fait aux personnes différentes. L'accueil, l'ouverture, la compassion doivent primer sur les marques d'intolérance et de normalisation. J'ai donc de la misère avec ce mot-là, la normalisation. Rentrer tout le monde dans mes moules, c'est pas possible. Alors, en terminant, on manque de temps. Est-ce que, Suzanne, vous pouvez répéter le nom de l'organisme qui vient en aide aux parents d'enfants handicapés? Oui, ça s'appelle l'AKEPA. A-Q-E-P-A. Donc, c'est l'AKEPA. L'AKEPA, elle fait des rassemblements de familles qui ont des enfants qui vivent avec une surdité. Et notre enfant ne se sentira plus seul au monde avec cet handicap. C'est le plus beau message qu'on peut laisser à nos auditeurs et auditrices. Je vous remercie, Marie Bisaillon et Suzanne Marcotte, de ce beau témoignage. Je remercie à la technique Michel Carpentier. Ici Gaétane Larose qui vous dit à la semaine prochaine. C'était De génération en génération avec Gaétane Larose.